Salut, c'est la chronique facile. Ça y est, toutes ces années à vous demander de l'argent sur Tipeee, Utip, d'acheter mes livres, de vous abonner, ont enfin porté leurs fruits. En effet, grâce à ma street cred, je vais pouvoir enfin tourner au château d'Amboise. Et oui, c'est magnifique, afin de vous faire une vidéo spéciale sur Game of Thrones et les mêmes internet. Et oui, comme Nota Bene ou Monté de Linguisticae et bien d'autres youtubeurs, je vais profiter du fait d'avoir un château de Moyen-Âge comme décor pour... Putain, c'est un château de la Renaissance. Putain, c'est un château de la Renaissance. Merde. Ah! Je suis trop con. Putain, c'est quoi Amboise? C'est quoi ce machin? Y'a quoi là-bas? Hein? Y'a quoi? Y'a... Ah? Ah? Léonard de Vinci, ou Leonardo da Vinci, est un peintre, scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe et écrivain italien. Né à Vinci, comme son nom l'indique, le 15 avril 1542, Leonardo est mort le 2 mai 1619 au château d'Amboise, c'est-à-dire à peu près par là. Enfin, je veux dire par là. Pour être encore plus précis, ici, si on veut vraiment être très précis. La vie de Léonard de Vinci est remplie d'anecdotes assez amusantes. À propos d'anecdotes amusantes, vous savez qu'il y a un roi qui est mort en se prenant 7 portes dans la tête. Il s'agit de Charles. Je l'explique dans ma vidéo YouTube, les 5 morts les plus ridicules. A tout de suite sur la toile. Au fait, n'oubliez pas de mettre un pouce. Dans la mémoire collective, Leonardo est principalement connu pour 3 choses. La première, c'est ses plans d'invention complètement pétés qui s'avèrent plutôt exacts. Plus tard, les hommes se déplaceront dans des machines volantes. Et lui confère un statut quasiment d'oracle divin. Plus tard, les gens s'échangeront des images de chats. La seconde, c'est qu'il a inspiré une des Tortues Ninja, Leonardo, le leader avec le bandeau bleu. Plus tard, on donnera mon nom à une tortue. Et la troisième, c'est pour avoir peint ou dessiné quelques tableaux célèbres. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la chronique sur l'origine des mèmes, j'avais utilisé la Joconde comme illustration du principe de base. Un mème est un élément culturel reconnaissable, répliqué et transmis par l'imitation du comportement d'un individu à un autre. Car je vais partir d'une de mes théories récurrentes. Non, les mèmes ne sont pas simplement nés sur Internet. Il en existait des formes qui se sont échangées par d'autres médias à travers le temps, comme par exemple les graffitis. J'avais aussi évoqué le pastiche, une forme d'art consistant à prendre une œuvre et à la détourner de son sens initial. Car Internet aime beaucoup parodier les tableaux célèbres de toutes les époques, et ce pour plusieurs usages différents. Dans le premier cas, il s'agit de prendre une image très datée qui semble anachroniquement tirée de notre époque. Ainsi, le tableau Portrait d'un jeune homme d'Alessandro Allori est devenu Shit's on Fire Yo à cause du geste du modèle qui rappelle celui des jeunes de banlieue. Et un tableau de Sandro Botticelli dans lequel le jeune homme porte un chapeau semblable à celui de Scumbag Steve est devenu Scoundrel Stefano. Si le premier racontait des anecdotes de type se comportant comme des connards, le second transposait ces exemples à la Renaissance. Stefano emprunte ta gondole pour la couler, ramène des paysans à ta fête et signe des tableaux à ta place. Mais le champion de toute catégorie, c'est la peinture de Joseph Ducreux, portrait de l'artiste sous les traits d'un moqueur, dans lequel le peintre donne l'impression qu'il est en train de rapper et va donner en 2009 à tout un tas d'images où des paroles de rap et de clash sont détournées de sorte à les transposer à la Renaissance. Dans le second cas, le jeu est de prendre une vieille toile et de lui donner un contexte actuel. L'un des exemples les plus flagrants est l'utilisation des tapisseries de Bayeux afin d'illustrer des événements contemporains ou de refaire des mèmes internet. Mais des mèmes ont aussi été faits sur les tableaux Saturne dévorant ses enfants, sur The Irritating Gentleman, qui transpose la drague de rue dans un contexte du 19e siècle, ou La vérité sortant du puits afin de faire dire une vérité qui dérange. Dans un troisième cas, il s'agit de détourner un tableau tellement célèbre qu'il est ancré dans les mémoires collectives. C'est un grand truc de publicitaire, et l'un des exemples les plus célèbres est l'affiche de E.T. qui, oui, repompe allègrement la création d'Adam. Mais on peut citer en vrac La mort de Marat, Ceci n'est pas une pipe, Le radeau de la Méduse, Le cri de Munch ou le célèbre accident industriel constitué par le Etche Mono.
Or, ce brave Leonardo est le père de 3 œuvres qui ont connu des détournements à foison. À ce propos, vous savez que Charles VIII a tout à fait... Oui, dans la porte. Oui, je sais. Le premier n'est pas un tableau, mais plutôt un dessin que l'on nomme l'Homme de Vitruve. L'Homme de Vitruve est un dessin annoté réalisé vers 1490 à la plume par Léonard de Vinci. Elle représente les proportions idéales de l'homme parfait dans un cercle avec les bras levés et tendus et la même chose pour les jambes, ce qui donne l'impression d'un homme à 4 bras et 4 jambes. L'idée était de s'inspirer de la théorie des proportions de Vitruve, un architecte romain du 1er siècle avant notre ère, et de l'appliquer à l'être humain pour en faire un homme aux proportions parfaites. Du moins, c'est ce qu'a noté de Vinci en mode miroir sur le côté. Car fait rigolo, Léonard de Vinci écrivait la plupart de ses notes à l'envers, de sorte qu'elles puissent se lire dans un miroir. La légende raconte que c'est afin que personne ne puisse les lire, mais ça reste quand même un truc que tu décodes quand tu as l'âge de 7 ans, donc je doute que ça soit si efficace que ça. En France, l'Homme de Vitruve sera repris comme le logo d'une célèbre boîte d'intérim jusque dans les années 2000 et connaîtra de nombreuses reprises, consistant bien souvent à changer le look du bonhomme qui se trouve à l'intérieur du cercle. Le second tableau le plus connu de Vinci, c'est aussi la petite bouffe entre copains la plus connue au monde. La scène est un terme chrétien pouvant qualifier le dernier repas qu'a pris Jésus-Christ avec ses disciples la veille de Pâques avant que cela ne tourne mal. C'est un thème très célèbre dans la peinture religieuse. Sans doute commandé par le duc de Milan, ce tableau créé entre 1495 et 1498 est célèbre pour son Christ au milieu de la table et pour la représentation des autres apôtres autour. Une iconographie intéressante à détourner avec un univers ou une licence puisqu'elle permet de placer un personnage central, très souvent le héros d'une saga, et à placer 12 personnages secondaires autour. Les copieurs les plus érudits placeront les personnages en fonction de ce qu'ils sont pour le héros et en renvoi de l'apôtre concerné, tandis que d'autres copieront plutôt l'attitude et les gestes quand ils ne s'amusent pas à rajouter des personnages supplémentaires. Il faut voir l'exemple que j'ai donné où aucune position ne concorde, mais le fait qu'il soit 12 autour de la table, plus un au milieu qui est debout, donne vraiment l'impression de reconnaître le tableau. Et évidemment, un des buts est d'égratigner un peu la religion. On trouve des scènes zombies avec des mafieux ou des serial killers. À vrai dire, il existe un site de chrétiens, sans doute un peu rigide, qui fait un article à chaque fois que la scène de Vinci est détournée par une affiche ou un spot de publicité. Le troisième tableau n'est sans doute pas le tableau le plus célèbre de Vinci. En fait, c'est le tableau le plus célèbre au monde. La Joconde! Bon, inutile de vous expliquer ce qu'est la Joconde. Excusez-moi, j'ai passé 60 ans de ma vie à penser que j'étais aveugle, et on vient de m'expliquer il y a 10 minutes qu'il suffisait juste que j'ouvre les yeux pour que je vois des trucs. Du coup, si vous pouviez me dire ce qu'est la Joconde, ça m'intéresserait assez. La Joconde, ou portrait de Mona Lisa, est un tableau de Léonard de Vinci, peint au début du XVe siècle, et représentant Lisa Gherardini, la femme d'un riche marchand. Ça n'est ni le tableau le plus beau du monde, ni le plus grand, ni le plus cher, mais c'est le plus célèbre. En partie à cause du sourire de la jeune femme que certains évoqueraient comme mystérieux. Je veux dire, on a écrit une saga de romans entiers en prenant l'idée que ce sourire renfermerait un grand secret. Alors que là encore... bof quoi. Mais ce qui est particulier, c'est que cette brave Mona Lisa s'est faite retourner dans tous les sens. À propos de se faire retourner dans tous les sens... Oui, je suis au courant pour la porte! Ta gueule! On l'a repeinte dans tous les styles possibles et inimaginables. On a rajouté tout un tas de trucs sur son visage, on l'a changé par d'autres personnes, on l'a règle 34 et règle 63isé, on a rétréci le cadre, on a élargi le cadre, on a vu ce qui se passait derrière elle, on a changé le décor autour, on a gardé le décor mais on l'a supprimé du tableau. Bref, on a tout fait avec la Joconde. L'image d'Épinal que l'on retient de Léonard de Vinci, c'est celle d'un inventeur génial, touche à tout, qui aurait tellement été en avance sur son temps qu'il aurait tout prévu. Et plus qu'un mème, c'est devenu une sorte de trope, un cliché, celui de l'homme de la Renaissance qui est à la fois versé dans les arts et dans la science. L'idée que Léonard de Vinci était un tel cerveau cosmique qu'il avait prévu les inventions modernes se mélange à celle de Nostradamus afin de créer une sorte de super scientifique de la Renaissance, à moitié magicien, dont les travaux sont limite prédictifs et dont les automates fonctionneraient comme des robots du futur. Il y a tout un mème de Vinci faisant de lui une sorte de superstar de la Renaissance. Eh mais c'est Léonard de Vinci. Léonard
Alors qu'en fait, pas du tout. Au risque de décevoir les fans, De Vinci était aussi un type assez détesté en Italie, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a préféré finir sa vie en France. Il était réputé fainéant, il était un foutu de finir une toile à temps et passait son temps à changer de projet. Ensuite, il avait des mœurs assez perverses pour l'époque. Pas ce genre de perversion, plutôt des histoires d'homosexualité, voire de pédophilie, ce qui n'était vraiment pas pratique pour paraître présentable devant la haute société, voire du clergé. Mais c'est surtout après sa mort en 1519 que... Excusez-moi, mais vous êtes sûr que Léonard de Vinci est mort? C'est arrivé il y a 500 ans, et quasiment jour pour jour. Il y a le lit où il est mort. Il y a un tableau de 2 mètres en train de le représenter en train de mourir dans les bras du roi François Ier. Il y a même sa tombe ici. Vous m'enterrez un peu vite, jeune homme. Exclusif, Léonard de Vinci n'était pas mort, il était sur une île déserte avec Elvis Presley, Johnny Hallyday et Garcy Moore. Vous devez sans doute vous demander si je n'ai pas craqué toute ma YouTube monnaie dans la fabrication de cette vidéo. Et bah en fait non. C'est une association, l'association Panda Pendu, qui m'avait invité, moi et d'autres vidéastes, au Château d'Amboise. Donc le Château d'Amboise était partenaire et je remercie tout ce monde-là qui durant un week-end nous a permis de faire les vidéos, d'avoir des costumes, de pouvoir tourner dans un décor génial. Je remercie aussi Julie qui m'a beaucoup aidé pour tourner cette vidéo, elle est derrière la caméra derrière. Et je remercie tous mes acteurs, en particulier André Lamorte dans le rôle de Léonard de Vinci. Voilà, vous n'êtes pas sans le savoir, mais ma vidéo précédente était un vlog où je parlais de quelque chose d'un petit peu plus personnel et d'une expérience qui m'était arrivée sur YouTube il y a quelques années. Beaucoup de gens se sont abonnés suite à ce vlog, or ça n'est pas très représentatif de ce que je fais habituellement. Là, ce que vous venez de voir est une vidéo représentative et j'espère que vous en êtes contents. Parce que les prochaines vidéos vont être du même tonneau. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous voulez financer l'émission, parce qu'elle est financée en grande partie par vos dons, eh bien n'hésitez pas, il y a Tipeee, il y a Utip, et il y a mon vlog, La Chronique Facile du mercredi, dans laquelle je vends mes livres. Livres que je vendrai aussi à la Japan Expo. Ça sera début juillet, j'ai pas tout à fait les dates, et je serai sur le stand de mes copains Starry Sky et EPB. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vous avais...